Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco, dations de paiement et prévisions économiques sur fond de notation de la dette. En première partie, retour en profondeur sur ce nouveau tour de vis de Banque Al Maghreb adressé aux banques de la place. En gros, on ne peut plus se permettre de multiplier les sauvetages des promoteurs immobiliers. Rappelons que la dation de paiement consiste à transférer un bien à la banque, un bien immobilier naturellement, en contrepartie de l'annulation d'une partie ou de la totalité d'une créance en souffrance. Mais comment cela marche et quelle gestion des actifs immobiliers par les banques? Réponse ce soir en compagnie de l'expert dans le domaine bancaire, l'économiste Mustafa Al-Jay. Et puis, cette semaine a été marquée par la publication de deux prévisions majeures. D'abord, celle du Fonds monétaire international avec des projections de reprise mondiale et aussi de reprise au Maroc plutôt optimistes. Pareil pour l'agence de notation Standard Poor's, mais celle-ci a tout de même abaissé la note de la dette souveraine du Maroc. Alors, qu'est-ce que cela implique et comment lire ces prévisions? L'économiste Khalid Ben Ali répondra à nos questions en seconde partie de Questions Éco. Bienvenue à toutes et à tous. La circulaire de Banque Al Maghreb relative aux dations de paiement est entrée en vigueur en mars dernier. Mais qu'est-ce qu'une dation de paiement déjà et en quoi consiste-t-elle? Explication avec Ala Ben Ali. Par définition, la dation en paiement consiste à transférer un bien à la banque en contrepartie de l'annulation d'une partie ou la totalité d'une créance en souffrance. Cette pratique est surtout utilisée dans le domaine de l'immobilier. À titre d'exemple, dans le cas où un particulier souhaite vendre son terrain à un promoteur immobilier, ce dernier peut lui proposer un contrat de paiement en dation pour l'acquisition du bien. En d'autres termes, il va s'acquitter du prix de vente du terrain en offrant un appartement en particulier une fois le projet fini. La dation en paiement peut être effectuée de deux manières en fonction du terrain que le particulier souhaite céder au promoteur immobilier. La cession de l'intégralité d'un terrain est le cas de figure le plus courant. L'autre cas moins courant, vendre une fraction indivise du terrain permettant ainsi de devenir copropriétaire du lotissement avec le promoteur immobilier. Pour ce dernier, la dation immobilière représente un avantage en matière de trésorerie puisqu'il pourra convertir une certaine somme en biens immobiliers et éviter l'emprunt de ce montant. Pour le vendeur du terrain, l'avantage réside dans la construction d'un logement neuf à moindre coût, tout en se libérant des responsabilités techniques et financières des travaux de construction. En termes de chiffres, les dations de paiement représenteraient, selon les économistes, jusqu'à 2% du total actif des banques marocaines, soit 18 milliards de dirhams. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca l'économiste et expert en secteur bancaire, Mustafa Al-Jay. Bonsoir Mustafa Al-Jay. Oui, bonsoir madame, très ravi d'être parmi vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous. Alors, les dations de paiement et vente à réméré, quels sont les dessous de la circulaire de Banque Al Maghreb? Alors, si vous permettez, il s'agit bien d'une directive, pas une circulaire. La différence est de taille. La directive, elle donne des orientations, Banque Américaine donne des orientations au système bancaire. Une circulaire, elle est contraignante parce qu'elle est publiée au bulletin officiel et les banques doivent l'appliquer. Alors, cette directive, par contre, elle prépare un petit peu une circulaire qui est en cours. Alors, les dessous de cette directive, comme vous l'avez si bien dit, d'abord, concernant les dations au paiement et les ventes à réméré qui permettent un petit peu aux banques de se faire rembourser les crédits octroyés aux promoteurs immobiliers, qui, comme vous le savez, le secteur a déjà connu quelques difficultés avant la pandémie. Et la pandémie, malheureusement, a aggravé ce secteur comme d'autres, mais ce secteur en particulier. Et la directive de Banque Al Maghreb parle d'abord de deux expertises indépendantes lors de l'acquisition, si vous voulez, de ces dations au paiement pour se faire rembourser des créances auprès des promoteurs et essentiellement une expertise annuelle lorsqu'il s'agit d'une dation dont le montant dépasse d'1 million de livres. Tout cela pour s'assurer que les banques prennent dans leurs actifs les valeurs qui reflètent la réalité des biens pris en dation et en vente à réméré. Alors, juste pour nos spectateurs, les ventes à réméré,
La nuance c'est qu'ils ont un délai de 3 ans pour que le promoteur, s'il revient à bonne fortune, il puisse un petit peu récupérer son bien. Par contre, une dation, elle est définitive et la banque devient propriétaire du bien immobilier. Et tout cela pour un petit peu préparer un lissage dans le temps qui va venir relativement à ces dations immobilières. Mais cette pandémie ne facilite pas les choses pour le secteur immobilier en particulier. Il y a une offre annuelle de 160 000 logements, mais la demande n'est pas là. Parce que d'abord, les ménages, il y a beaucoup de ménages qui souffrent. Et également, il y a une offre peut-être qui dépasse la demande. Et l'offre qui est réservée à la classe moyenne, il y avait donc un projet qui a trop duré, même l'offre n'est pas adaptée. Et donc, ce qui est demandé d'après les échos du marché, c'est le logement économique. Maintenant, est-ce qu'on va reconduire la convention ou non? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc, quand vous discutez même avec les grands promoteurs et la fédération des promoteurs, ils le disent dans la presse, ils disent qu'on n'a pas de visibilité. Et cette pandémie a aggravé. Mustapha Al Jaye, justement, comment s'assurer de la véracité justement de ces garanties? Il y a aujourd'hui des exemples de mastodontes de l'immobilier au Maroc qui se retrouvent dans une situation très délicate, entraînant avec eux leurs bailleurs de fonds qui sont finalement les banques. Est-ce que ici vous ne remarquez pas qu'il y a quand même un deux poids deux mesures ou en gros, est-ce qu'il y a un outil prudentiel objectif pour établir un schéma d'octroi de crédit qui soit moins dur ou peut-être tout simplement juste objectif? Tout à fait. Donc, vous avez mis un peu le doigt sur un point très important qui est un petit peu, si vous voulez, la viabilité, si vous voulez, ou de business plan et essayer, donc, si vous voulez, de financer des projets viables où d'abord l'autofinancement est important par rapport à ce qu'exigeaient les banques auparavant, et une offre adaptée, soit une offre de niche ou bien une offre adaptée à un besoin. Je pense que dans le secteur, par exemple, du social et de l'économique, la demande, elle est là. Et quand vous avez un bon rapport qualité-prix et une offre, si vous voulez, adaptée aux besoins de la demande, dans certaines régions, a priori, il n'y a pas de grandes difficultés. Le grand débat qui est actuellement au niveau même de la fédération de l'immobilier, c'est un petit peu le logement moyen standing qui s'adapte au pouvoir d'achat de la majorité des Marocains et se produit avec peut-être son arsenal aussi juridique, fiscal, etc., pour encourager et l'offre et la demande. C'est un projet qui a trop duré, on ne voit pas encore un petit peu le bout du tunnel. Je pense également dans ce segment, il y a de la demande. Mais les échos sur la place, c'est que l'offre est pléthorique et c'est normal que les banques soient plus regardantes, plus exigeantes. Les autres échos sur la place, professeur Al Jaye, c'est qu'il y a un peu de complaisance parfois. Peut-être, mais je sais que si on est arrivé à des montants aussi élevés en termes de dation, c'est que peut-être il y avait beaucoup de souplesse auparavant. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, les banques finançaient, par exemple, pour les ménages jusqu'à 110%, même les frais des notaires, on les prenait en charge en termes de frais. Et c'était peut-être pas la bonne approche. Maintenant, même pour les particuliers, il y a un minimum d'exigence en apport personnel pour ne pas trop endetter ces ménages. Et même au niveau des promoteurs, il faut un autofinancement conséquent. Il faut au moins que le terrain soit autofinancé et que ce soit un grand professionnel qui met en place un produit adapté à la demande. Très bien. Encore une fois, je vous remercie, Mustapha Al Jaye, pour l'ensemble de vos explications et de ces éclairages sur cette question de dation en paiement relative à Banque El Maghreb. Merci. C'est moi. Merci beaucoup, madame, et bonne soirée. À vous également. Passons à présent à la seconde partie de Questions Écho.
Le FMI vient donc de publier ses prévisions de croissance pour 2021, révision à la hausse de la croissance mondiale et inquiétude en revanche pour les pays à revenus intermédiaires. Les détails dans ce récit de Ala Benani. Pour l'année 2021, le Fonds monétaire international table sur une croissance mondiale de 6%, contre 5,5% dans ses dernières prévisions de janvier. Le FMI remarque dans ses prévisions que la reprise est plus rapide dans les économies avancées. C'est le cas par exemple pour les États-Unis d'Amérique qui peuvent compter sur le plan de soutien de Biden qui a promis d'injecter 1 900 milliards de dollars pour atteindre confortablement une croissance de 6,4% selon le FMI. Même son de cloche en Chine qui a retrouvé son niveau de PIB d'avant-crise, soit 6%. Pour la zone euro, le FMI table sur une croissance de 4,4% et pour l'Afrique subsaharienne, une petite croissance à 3,4% en 2021, alors qu'elle a enregistré la contraction du PIB la plus importante de son histoire en 2020. Pour le Maroc, l'économie devrait enregistrer un taux de croissance de 4,5% en 2021 et 3,9% en 2022. Concernant le chômage, le FMI s'attend à une baisse du phénomène pour se situer à 10,5% en 2021 contre 11,9% en 2020. Ce taux devrait s'établir à 9,7% en 2022. De son côté, la société de notation financière américaine Standard & Poor's a abaissé la note souveraine du Maroc de BB- à BB+, avec perspective stable, passant ainsi en catégorie spéculative. La révision à la baisse reflète notre vision de la détérioration de la situation budgétaire du Maroc, caractérisée par des déficits budgétaires plus élevés que prévu sur la période 2021-2024, la dette publique nette atteignant environ 72% du PIB, lit-on dans le rapport de Standard & Poor's. Avec nous depuis Knetra pour plus d'analyse. J'ai le plaisir d'accueillir Khalid Ben Ali, économiste. Bonsoir, professeur Ben Ali. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous accueillir avec nous dans Question Éco. Alors, la reprise plus rapide pour les économies avancées, mais si celles-ci sont intimement liées aux économies à revenus intermédiaires, pourquoi ces inquiétudes du Fonds monétaire international pour ces dernières ? Alors, il y a lieu tout d'abord de signaler que les prévisions du Fonds monétaire international, les dernières prévisions, bien les prévisions depuis la pandémie, s'articulent toujours autour de deux points. Le premier, c'est que la bonne marche de la campagne de vaccination et qu'il n'y ait pas une propagation de nouvelles vagues de Covid. Ça, c'est les premiers, c'est-à-dire toute reprise maintenant est subordonnée à ces deux principales conditions. Mais sur le terrain, en termes de campagne de vaccination, on assiste aujourd'hui à une gouvernance, je dirais, un peu au profit du plus fort par rapport aux pays sous-développés ou bien émergents. C'est-à-dire les pays développés sont en train de courir de telle manière à s'assurer l'octroi de vaccins en priorité pour vacciner leur population au détriment des populations qui n'ont pas les moyens. Cette situation n'est pas saine dans la mesure où la pandémie, ou bien nous allons nous en sortir tous en tant qu'économie mondiale, ou bien nous allons tous souffrir des impacts de la pandémie sur le plan mondial si il n'y a pas de vision ou de stratégie pour éradiquer la pandémie de manière totale au niveau de toute la planète. Parce qu'aujourd'hui, supposez que vous vaccinez votre population, vous avez l'immunité. Mais vous avez des relations avec des pays peut-être qui n'ont pas les moyens d'aller dans ce sens. Le pays sera toujours soumis à cette contrainte. Concernant les prévisions économiques de FMI, je crois qu'ils sont venus un peu en dessous des chiffres qui ont été avancés cette semaine lors du Conseil de Banque al-Maghrib et ce qu'a avancé le ministre des Finances, mais ils sont conformes aux prévisions du HCP parce que, bien évidemment, ils se basent sur une récolte céréalière de cette année autour de 75 millions de quintaux. Pour le ministère, la Banque du Maroc et le chiffre d'ailleurs dans le communiqué, il table sur 95%, 95 millions de quintaux, soit 20 millions de quintaux de plus. Ça, c'est important dans un pays où l'agriculture joue un rôle important dans la contribution au PIB. Alors, ceci dit, oui.
Juste par rapport au Maroc, donc est-ce que vous pensez que ces prévisions peuvent être considérées comme un véritable signal d'espoir, en manquant de visibilité, hein, toujours, bien sûr. Si vous vous rappelez, il y a une ou deux semaines, on avait parlé, moi je préfère toujours considérer qu'il s'agit de provisions et de prévisions et d'examiner la probabilité de réaliser cette provision au fur et à mesure de l'année. Au début de l'année, le FMI était tablé sur un PIB mondial, une croissance mondiale de 5,5%. Aujourd'hui, il table de 6% sur la base de certaines hypothèses. Pour le Maroc, d'ici là, supposons que la récolte céréalière serait de 100 ou 105 millions de quintaux. Bien évidemment, les taux seront élevés. Supposons que la reprise économique, parce que qu'est-ce qui s'est passé au niveau de... Il faut bien qu'on voit ça. Au début de la pandémie, toutes les économies mondiales tablaient sur 3 mois. C'est pour cela qu'un confinement de 3 mois a été pris. Mais au fil des jours, on a constaté que la pandémie est toujours là, elle se transforme, elle est virulente. Des pays derniers, le mois d'avril et le mois de mars et le mois d'avril, des pays européens ont mis en place, durci les mesures de confinement. Donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas aujourd'hui, ça restera des prévisions et qui évolueront comme la bourse, au jour le jour, ou bien au mois le mois, et qui pourront changer d'ici le mois de juin, compte tenu de l'évolution de la campagne de vaccination au niveau national et au niveau international de nos partenaires, compte tenu des possibilités de reprise pour tout le monde, les choses pourraient changer. Mais à date d'aujourd'hui, ce sont des prévisions, je dirais, réalistes en quelque sorte, parce qu'on a 4 ou 5 institutions et le Maroc est prévu, et le taux de croissance prévu pour le Maroc est supérieur à 4% au niveau des 4 institutions, sachant que il est très facile, quand il s'agit d'une année où on a une contraction économique de l'ordre de 7%, tout rebond l'année suivante permettra d'assurer un taux en termes de pourcentage important, ce qui devrait se répercuter sur le secteur. Mais toujours est-il que les conséquences, les grands enseignements de la pandémie, si on se limite et on revient à la situation nationale et internationale qui prévalait avant, en février 2019, on aurait peut-être raté l'occasion, puisque les enseignements tirés de la pandémie, de la gestion de la pandémie, en tout cas pour le niveau national, nous impose à avoir une vision claire sur le renforcement du secteur de la santé, sur notre administration et sur la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité des citoyens. Je crois que nous avons œuvré depuis des années à diversifier à travers les politiques de libre-échange, à travers les stratégies économiques, à travers le monde. Maintenant, notre économie a-t-elle profité de ces conventions de libre-échange, de cette globalisation, de cette implication dans l'économie mondiale? A-t-elle pu construire un socle où il n'y a pas d'indépendance vis-à-vis des économies internationales? Je dirais qu'il y a un degré de dépendance parce que là, nous vivons la même situation. La situation où nous sommes tributaires. Mais il ne faut pas oublier que même nos partenaires sont tributaires de l'état d'avancement du Maroc parce que nous sommes dans une position où tout est lié, c'est la mondialisation. On ne peut pas vivre seul. Concernant les notations de l'agence financière, je crois qu'en termes de notation, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le concept. Toutes les notations financières s'articulent sur 3 éléments, je dirais 3 éléments, sur la politique économique poursuivie par le pays, la politique monétaire et la politique budgétaire. Dans une période normale, chaque acteur agit dans l'intérêt de l'économie parce qu'il s'agit de la nation. Mais en période de crise, d'ailleurs, nous avons constaté au niveau du Conseil de veille économique qui a été mis en place sur instruction royale pour la gouvernance de la gestion de la crise Covid, toutes les politiques sont là, l'économique, le politique et le monétaire sont là pour mettre en place une vision harmonisée qui va permettre d'accélérer la mise en œuvre de manière performante et efficace. Aujourd'hui, compte tenu de la reconnaissance internationale de la bonne gestion de la crise, des conséquences de la pandémie Covid au Maroc,
compte tenu des efforts accomplis par le Maroc en matière d'organisation et de logistique pour la vaccination de 80% de la population, compte tenu des mesures économiques et sociales qui ont été prises et qui sont propres à notre système, c'est-à-dire la politique monétaire Oui. a été revue à la baisse, le taux directeur a été revu à la baisse pour stimuler la demande et l'investissement. Nous supportons actuellement la baisse des taux, mais il y a une vision, parce qu'il y a une vision où nous estimons résorber le chômage, ne pas avoir de chômage supplémentaire, parce que selon le HCP, en 2020, 432 000 postes d'emploi ont été perdus. Alors, dans cette logique-là, je crois que les notations en période de crise devraient associer, parce que quand on parle de critères, ces critères-là, il y a un scoring et une note qui est attribuée. Alors justement, une note attribuée, car selon Standard & Poor's, par rapport à cet abaissement de la note de la dette souveraine au Maroc, eh bien, selon cette agence de notation, si la transition en cours vers un taux de change plus flexible, renforce la compétitivité extérieure du royaume, est-ce que vous pensez que l'agence pourrait pousser pour davantage de flottement du dirham en cette période, bien sûr, d'incertitude et de crise économique? Et cela va dans le sens que vous avanciez, parce que finalement, nous sommes en période de crise. Est-ce que c'est le moment aussi d'opérer des changements aussi importants que cette recommandation de Standard & Poor's? Alors, il y a par moment lieu de rappeler l'histoire. Alors, rappelons-nous, en 2008, lors de la crise financière internationale, le Maroc avait toujours préconisé un mode de flottement en taux de change fixe, et on avait défendu cette position. La crise mondiale internationale de 2008, si on avait opté pour un flottement, aurait eu des répercussions négatives pour le Maroc. Donc, en période de crise, et surtout de crise de force majeure comme la pandémie, j'estime que les agences de notation doivent intégrer un élément important dans leur scoring, c'est-à-dire est-ce que le pays a mis en œuvre des mesures qui permettent une reprise économique le plus rapide possible, des mesures valables pour lutter contre les risques de la crise, sachant que si on revient aux missions de FMI, c'est encourager la coopération économique. Oui. Donc le Maroc, à travers ces mesures, il est en train de se préparer, à l'instar du reste du monde, à reprendre l'économie avec ses partenaires pour l'intérêt, premièrement, de la nation en termes de la population, et deuxièmement, pour l'intérêt de la collectivité internationale. Donc, il faudrait prendre en considération ces efforts, sachant que le Maroc a été doté d'une reconnaissance internationale en matière de gestion de la pandémie, en matière de vaccination, tant au niveau des mesures économiques, sociales. Est-ce que, professeur Benali, le fait que le Maroc passe en catégorie spéculative peut impacter sa prochaine sortie à l'international pour lever des fonds? Je crois, sur le plan théorique, quand il y a un changement de notation, les investisseurs, c'est des indicateurs qui sont là pour les investisseurs et peuvent répercuter. Mais j'estime que pour le cas du Maroc, compte tenu premièrement de l'emplacement géographique, de l'emplacement économique, des efforts accomplis par le Maroc dans la gestion de la crise, des efforts accomplis dans le cadre de la coopération avec l'Afrique à travers les aides dans le cadre de la pandémie qui ont été fournis aux pays africains, compte tenu de plusieurs caractéristiques. Deuxièmement, compte tenu des réformes entamées au Maroc, tant au niveau financier qu'au niveau bancaire, qu'au niveau social, qu'au niveau économique, je crois que nous disposons quand même, au niveau des partenaires, d'un certain signe de sécurité, malgré cette baisse de notation. J'ajouterai un troisième élément. Rapidement, je vous prie, professeur Benali. Oui, la dette internationale aujourd'hui, il est de 3,3 fois le PIB. Tout le monde est endetté. Rappelons l'accord de Maastricht qui prévoyait pour les pays européens que la dette ne dépasse pas 60% du PIB. Les pays l'ont dépassé. Donc aujourd'hui, les indicateurs qui étaient auparavant, c'était valable dans des périodes normales. Maintenant, il s'agit d'une force majeure où tout le monde doit œuvrer pour la dépasser, mais que
tout le monde s'entraide, qu'on s'entraide entre nous pour un monde universel. Très bien. Sur ces mots bien sages, cette émission touche à sa fin. Encore une fois, je réitère mes remerciements à vous, Khalid Ben Ali, pour ces explications et cette analyse approfondie dans les systèmes de notation et dans les systèmes de prévision de croissance. Merci infiniment. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end à toutes et à tous.